Éléonore de Oui, ben, premièrement, merci beaucoup à toute la gang d'Amiral. C'est vraiment génial et unique comme type d'événement. J'ai la chance de faire plusieurs podcasts avec Nectar, qui, je pense, peut être nommé le roi du podcast au Québec en tech. Et ben, j'ai bien hâte de co-investir avec ces messieurs très bientôt. Bonjour, panel d'investisseurs. Peut-être juste rapidement, on va faire le contenu principalement en français, mais tout le monde risque de répondre un peu dans la langue de leur choix. Puis ça se peut, comme vous le savez, malheureusement, qu'on utilise plusieurs anglicismes dans le jargon de l'investissement capital. Alors, je m'en excuse d'avance. Peut-être pour commencer, faire une ronde d'introduction assez courte avec un focus peut-être sur vos thèmes d'investissement. Où est-ce que vous en êtes dans un peu le cycle de vos fonds ou de vos entreprises respectives? Et j'aimerais que vous me donniez peut-être soit un hot take, ce que vous pensez sur l'écosystème en ce moment, ou bien, chez Brightspark, on demande souvent à nos entrepreneurs en due diligence, qu'est-ce qui vous garde debout la nuit? Donc, ça peut être quelque chose sur lequel vous pensez ou un des problèmes que vous vivez dans votre réalité de fonds dans l'écosystème en ce moment. Et ben, je vais commencer pour donner un peu l'exemple. Éléonore, je suis associée chez Brightspark Ventures. Brightspark, on fait ce qu'on appelle justement du early stage, donc du démarrage, principalement du seed, un peu de série A et un peu de pre-seed également, à travers le Canada, dans toute industrie confondue. Et je dirais mon what keeps me up at night dans l'industrie, moi, c'est quand je vois des super belles rondes en démarrage canadiennes qui sont financées principalement par des investisseurs internationaux ou américains. Je me dis soit que les investisseurs locaux n'ont pas vu cette ronde-là ou cette compagnie-là, ou pour quelconque raison ont tous décidé de ne pas investir, mais qu'il y a des gens qui ont décidé de le faire. Alors, Marianne, on va y aller comme ça. Oui, merci. Donc, Marianne, je travaille chez Innovia Capital. Donc, Innovia, on investit à tous les stades d'une entreprise, donc de pre-seed à IPO. Moi, je travaille sur le fonds Discovery. Donc, 70 de notre allocation va à des fonds émergents, 30 vont dans des compagnies pre-seed. Euh, on investit surtout dans du B2B SaaS. Puis, what keeps me up at night, c'est surtout comment on peut créer plus de capital, mieux entraîné au Canada pour faire plus d'investissements dans les startups émergentes, puis créer aussi un meilleur écosystème canadien. Bonjour à tous. David Charbonneau, je suis l'associé fondateur de Boreal Ventures, un fonds qui a été lancé en partenariat avec le Centec en 2021. Le stade où est-ce que j'investis, c'est l'amorçage, hein. J'aime être le premier chèque, être l'allié qui vous aide à fundraiser, à naviguer l'écosystème, etc., etc. Et de mon côté, ce qui me garde éveillé la nuit, c'est notre désir d'ambition, c'est notre capacité à pouvoir bâtir des piliers technologiques ici qui vont garder les ressources locales et nous permettre de créer de la richesse pour l'écosystème québécois et canadien. Donc, c'est ça ma mission à long terme. Bonjour tout le monde, David No, Luge Capital. On a investi dans du FinTech, Early Stage, Seed, Série A, Pre-Seed, Série B, Opportunist. Et deuxième fonds, on vient juste de closer quasiment un 100 millions. La majorité de notre fonds 1 venait du public, si on veut. First Time Fund. Là, la majorité vient du private. On a des grosses institutions financières comme Sun Life Industrielle Alliance, Beneva, qui sont nos investisseurs, puis Desjardins, puis la caisse de dépôt. Nothing keeps me up at night. Mais ce qui m'inquiète, c'est que notre industrie, il faut qu'elle ait des retours sur investissement, sinon, the story finit. Fait que moi, ce qui me concerne beaucoup, c'est comment on fait que les emerging managers réussissent, comment on fait que les jeunes compagnies réussissent, et on retourne du capital aux investisseurs parce que we're in a business to make money. Passer les micros. Bonjour tout le monde, Felicity Meyer. I'll apologize ahead of time. I'm going to answer in English. So hopefully I can bring an American perspective that is either well received or we can debate. I'm happy to do either. We love America. Yeah, I'm the investment manager for clean tech at Box One Ventures. We focus on things well beyond clean tech, looking at biotech, life sciences more broadly, therapeutics, climate, agriculture, AI and deep tech at the earliest stages, pre-seed and seed, earlier if you have it. And yeah, what keeps me up at night? Doing a panel in French for sure.
No, but seriously, the things that I tend to like are never SaaS and require a lot of capital, and making sure that I'm, bringing the capital support and then friends around the table for those companies that I think are doing important work. And also hopefully making a good return as well. Definitely something I think about a lot. And just side note, I think in terms of building a new generation and investor here, having an American that came here that did French Ventures, that got hired as Box One Ventures, and he's doing a panel in French, pretty cool. Question, on parle bien sûr ici du early stage au Québec, au Canada. Quand on regarde les chiffres de divers rapports qui sont sortis en termes de nombre de transactions en 2024, on voit vraiment une baisse du nombre de transactions qui ont été complétées, en termes aussi une baisse de la grosseur de ces transactions-là pour la première moitié de 2024, de manière vraiment plus dans les anecdotes que j'entends ici à l'Espace CDPQ. Oui, le deal flow, on l'entend vraiment beaucoup en démarrage depuis le début de l'année. Il semble avoir peut-être une remontée pour la deuxième partie de l'année, mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de capital, il y a beaucoup de fonds émergents qui ont été financés. Je pense qu'au Québec, particulièrement au Québec, mais à travers le Canada, on est tellement chanceux d'avoir des grands partenaires parapublics qui supportent les entreprises et les fonds du même coup. Donc, il semble avoir quand même beaucoup de capital. Donc, si je vous pose la question, selon vous, le manque de transactions complétées ces temps-ci, est-ce que c'est un manque d'opportunité, un manque de capital ou un mismatch entre les deux? OK, bon, tout le monde me regarde. Je vais commencer, je vais m'essayer. C'est une question qui est difficile à répondre, mais je le vois sous différents angles. Premièrement, d'un point de vue technologique, on a connu une grande révolution dans les années 2007. Le iPhone sort, tout le monde travaille sur des apps. Là, soudainement, il y avait une effervescence. Ensuite de ça est arrivée une couche supplémentaire alentour du big data et compagnie qui a mis au monde le AI tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est au début d'une potentielle vague technologique qui va créer plus d'entreprises, mais on est encore au tout début. Il faut se dire que d'un point de vue économique, c'est encore une économie qui est difficile, qui est en contraction. On ne sait pas encore si on a réussi le soft landing d'un point de vue macro, mais économiquement, c'est difficile pour les entreprises de croître elles-mêmes. Donc, ce qu'on voit dans le marché, c'est ce que j'appelle the haves and the have-nots. Celles qui sont en mesure de lever lèvent à des valorisations qui sont complètement, on est pré-pandémie, tandis que celles qui ont de la misère à aller chercher l'attraction au début, ne trouvent pas le partenaire. Au point où est-ce que ces entreprises-là sont des fois obligées de sortir du marché québécois, ce à quoi tu faisais allusion, pour aller chercher un partenaire américain. Parce que cette proximité-là, notre écosystème, elle a quelque chose de positif, mais elle peut avoir quelque chose de pernicieux aussi pour les entreprises qui cherchent du capital. Donc, tous ces facteurs-là, tant macroéconomiques que technologiques, que la dynamique de marché font en sorte qu'on voit pour la première fois de notre jeune carrière de gestionnaire émergent, un marasme ou une dynamique qu'on n'a pas nécessairement eu la chance de voir. Moi, je pense que il y a de l'argent pour des bonnes compagnies. C'est sûr qu'on veut tout. On a du capital, on cherche toujours des bonnes compagnies. Et quand l'économie a commencé à un peu mal aller, les investisseurs ils ont cherché un petit peu plus ils ont fait du cherry picking sur les meilleures compagnies. Ils ont pris du moins de risques, puis ils ont regardé des compagnies qui étaient un petit peu plus matures, un petit peu plus de traction. Puis les compagnies qui n'avaient pas encore de quoi montrer, c'était très dur, puis c'est encore très dur de lever de l'argent. Quand tu as un pre-customer, pre-revenue, startup, just an idea, just a team, pareil comme des emerging managers, c'est très dur de lever du capital, on se l'avoue. Il y a eu beaucoup quand même de nouveaux emerging managers qui ont été quand même fundés, qui ont fait beaucoup aussi d'investissements dans les compagnies, qu'après ça, ils essaient de lever d'autres argent, puis les investisseurs ne portent pas attention à eux autres. Est-ce que c'est la compagnie qui a du potentiel ou est-ce que c'est le early investor qui a fait la mauvaise décision puis il a juste fundé trop de compagnies, puis après ça, la pipeline, ils ne sont pas capables de lever. C'est difficile. Moi, je regarde et je dis, si on met trop d'argent dans l'écosystème très, très early stage,
Ben, il y a deux affaires qui peuvent arriver. Le premier, c'est que si tu mets bien de l'argent dans bien des compagnies, tu as plus de chances d'avoir un champion puis un category winner qui arrive à la fin de ça. It's the law of numbers and statistics. Tu spray and pray, tu mets tellement de l'argent dans des compagnies, éventuellement, tu vas en avoir. Mais de l'autre côté, après ça, c'est le gouvernement puis des rapports qui sortent et disent on met plein d'argent dans les startups, puis ils ne réussissent pas, puis là, ça ne fait pas de retour sur investissement, fait qu'on ne veut plus en mettre dans des jeunes compagnies. Mais si tu n'en mets pas dans des jeunes compagnies, tu n'auras pas des succès par après. Fait qu'il y a un trade-off entre ça. Fait que c'est un peu ça le débat. Puis la dernière fois, je dirais, c'est 2024 à date, le premier moitié de first half of 2024. C'est pas pareil que 2023, mais on est quand même early de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un trend plus long terme ou est-ce que c'est pas un trend plus long terme? Parce qu'il y a quand même eu pas mal d'investissements qui ont été faits dans des jeunes compagnies en 2023. Puis on le voit dans les rapports de CVCA. Il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent. Puis, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup d'entrepreneurship, puis qui se créent des business avec très peu d'efforts. Right? Fait que, ça coûte de moins en moins de créer une business. Fait que la pipeline, tu commences à avoir beaucoup de compagnies aussi qui sortent. Donc, nous, de notre côté, un truc qu'on voit avec les fonds émergents, c'est que du côté des investissements qui font, puis en passant, on a investi dans 19 fonds émergents, le fonds Discovery. Donc, quand je fais l'analyse des compagnies dans lesquelles ils ont investi, qui sont à peu près un peu plus que 300 compagnies, on voit que ceux qui sont aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de overlaps, mais les compagnies qui sont émergentes au Canada, je vois beaucoup de plusieurs fonds qui sont sur les mêmes compagnies. Donc, la question aussi, c'est comment ces compagnies-là ont eu tout l'intérêt des fonds émergents. Est-ce que c'est qu'on ne voit pas nécessairement toutes les compagnies qui passent ou c'est vraiment que seulement les meilleurs finalement réussissent à avoir du funding? Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, maybe a question for Felicity. At Box One, I think, you have a unique investment thesis, a unique team. I was at your office this week and I was just blown away by the energy there. And you do a lot of stuff that a lot of early stage investors just don't touch, like pure climate, pure life science at the very early stage when there's a ton of risk. Do you see industries or teams where you find yourself a bit alone backing this company here in Canada? Yeah, in Canada and even globally. And I think just to touch on a point that David made, there's a few different strategies for us. Spray and pray isn't one of them. We just aren't going to be using our capital efficiently if that's what we're doing. But on the other hand, kind of just thinking about more the macroeconomic environment, we've made some of our most exciting investments when things have been really hard, and we've been the only ones who want to touch a company. And so as long as we can build enough internal confidence in the team and the tech, we're willing to go in with them. And that is always ends up being our strategy and one, that keeps us excited. Super. Un peu pour continuer dans l'idée de la chaîne de capital aussi disponible. Si vous regardez plus vos portfolios, dans le cas de Marianne, par exemple, le portfolio de ton portfolio, où est-ce que vous voyez, où est-ce qu'il y a plus un défi de continuité dans la chaîne du capital ou des réalités des compagnies que vous y croyez encore, il y a encore beaucoup de potentiel, mais qui atteignent un mur un peu à lever de l'argent ou à lever de l'argent ici? Je vais peut-être commencer avec ça parce que c'est un exemple auquel je n'étais pas exposé historiquement dans ma carrière, mais au niveau des technologies de la santé, en fait. On a un beau pôle d'innovation, on a des belles technologies qui sortent de nos universités, qui sortent de nos incubateurs, mais dans la santé, notamment la santé digitale, ou moindrement qu'il y ait une composante hardware, bien souvent on tombe entre deux chaises. Hein. Ce n'est pas nécessairement les fonds bio qui peuvent le faire parce qu'ils ont une expertise d'investissement qui est différente. Les fonds traditionnels n'auront pas nécessairement la définition de tâche pour pouvoir le faire. Donc, ces compagnies-là sont portées automatiquement à soit se financer via le corps médical, là, se retrouvent avec des conditions complètement hors marché, ou doivent aller directement aux États-Unis. Donc, c'est un environnement qui est intéressant. On a juste à penser à Puzzle Medical Devices qui sort du Santec, qui fait très bien. Mais à long terme, on n'a pas la chaîne de financement pour pouvoir accompagner ces business-là. Est-ce que les retours vont nous permettre de créer le use case pour après ça créer des fonds? On va le voir. Mais reste qu'il y a la belle innovation qui sort dans ce secteur-là
et on n'est pas équipé pour pouvoir les soutenir. La définition de risque au Canada, je pense qu'elle est différente que le niveau de la définition de risque aux États-Unis. Je pense que tu as plus de monde qui sont prêts à prendre des gros risques aux États-Unis versus des gros risques au Canada. On est un peu frileux de perdre notre argent. Fait que les safe bets, on les voit un petit peu plus. Moi, des fondateurs, puis même des compagnies de portefeuille qui disent hey, je ne suis pas capable de lever au Canada, Canada's the problem. Moi, je m'en vais aux États-Unis, je vais lever aux États-Unis. Ils ont tout revenu, puis ils ont tout dit je n'ai pas réussi à lever aux États-Unis. Ça arrive très, très, très souvent. Les fondateurs qui disent moi, je vais aller lever aux États-Unis, mais j'ai les offres au Canada, ils ont levé aux États-Unis. Si les fondateurs ne sont pas capables de lever dans leur cours en arrière, il y a très peu de chances qu'ils soient capables de lever ailleurs parce que la compétition, elle est féroce. Le Money War Network, ils ne te connaissent pas puis te demandent pourquoi tu viens du Québec ou du Canada puis tu t'en vas aux États-Unis lever. Il faut que tu aies vraiment quelque chose de hot qui dit hey, eux autres ne l'ont pas vu, moi je le vois. Ça arrive, mais c'est vraiment l'exception. Yeah, just to continue on that, pull me back if I'm going on the wrong thread, but I think the appetite for risk is different just because there's so much more capital to go around, and that people are rewarded for ridiculous, quote unquote, ideas that often, become unicorns. And I think we should have, I would like to see more of that appetite. I think there's things that I see in the Canadian ecosystem that I wish the US ecosystem had more of. I think collaboration is one of the biggest things. And the amount of VCs that want to work really closely, not only with their founders, but with each other, is something that feels very unique when I'm here versus when I go back. And so that's something that I hope we don't lose in the pursuit of being, chasing like riskier, bigger founders. But I think, pushing them away is also a big problem too, and having a little bit more appetite for that risk is important. Je pense sur ce sujet-là, un des trucs qu'on discutait sur mon autre podcast avec Nectar cette semaine, c'est un peu, il ne faut pas oublier qu'on est dans une business, surtout en démarrage, où est-ce que c'est normal de perdre de l'argent. C'est normal de planter sa compagnie aussi. Puis normalement, plus tu vises haut, plus tu as des chances de te planter. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait la culture de dire, ben, si vous êtes un échec comme entrepreneur, ben, vous êtes barré, puis on n'en parle plus. C'est comme, non, revenez, puis on va continuer à vous supporter, puis c'est normal d'avoir des zéros dans le portfolio aussi. Mais c'est pas normal si tu n'as aucun 10-20X, mais c'est un facteur de risque qu'il faut être capable de prendre. Je vois le temps qui file. Peut-être j'aimerais entendre tout le monde sur le sujet de, il y a des entrepreneurs dans la salle ou quand il y a des gens qui viennent vous voir, quel est le conseil par rapport, maintenant que j'essaie de lever un seed round en ce moment, basé au Canada, comment prendre l'approche? Je sais que chaque cas est différent, mais c'est quoi un peu les conseils ou les petits morceaux de wisdom que vous pouvez partager avec les entrepreneurs par rapport à ça dans le marché actuel? Donc, pour revenir aussi sur la chaîne de capital, là, rapidement, une étude qui a été super intéressante, qui a été publiée par Carta, montrait que récemment, maintenant, les compagnies qui passent de pre-seed à seed, le graduation rate a vraiment été plus bas. Puis, pour donner mon conseil aux fondateurs par rapport à ça, ce serait d'essayer vraiment de se concentrer à être capital efficient, de s'attendre à ce que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps entre la pre-seed et la seed. Avant, c'était un petit peu plus rapide. Donc, de se préparer à ça dans sa business puis de se créer de l'optionnalité pour que si, par exemple, on n'arrive pas à la lever dans le temps qu'on s'y attendait, d'avoir d'autres options. Donc, ça serait mon conseil. Venture capital is not a business model. C'est ça que je dirais comme conseil, c'est que, il y en a qui pensent que, c'est leurs métriques qui ne font pas de sens, leur customer acquisition cost, leur lifetime value, le financials just don't make sense. Il faut que tu aies un business model qui fait du sens, il faut que tu aies des ambitions, big ambitions to build something great, puis que l'investisseur le ressente. Fait que, si tu es rendu à seed, c'est parce que tu as fait ton pre-seed. Qu'est-ce que tu as fait de ton pre-seed à ton seed? Qu'est-ce que tu as livré? Ça, c'est super important pour un investisseur. Deux, il faut que tu aies un modèle qui fait du sens puis qu'on dit, OK, this business could be big.
tu as une idée du grosseur du marché, et ainsi de suite. Puis probablement, la troisième chose, c'est ne perds pas du temps sur des investisseurs qui ne sont pas un fit pour toi. C'est la même chose quand tu lèves un fonds. Si je vais voir un investisseur, puis je sais qu'ils n'investissent pas dans des emerging managers, je ne devrais pas y parler, je ne devrais pas parler du don't beat a dead horse. Fait que, vraiment, essaye de pogner, de regarder les investisseurs qui sont l'idéal pour toi. Fais un case, pourquoi tu es idéal pour eux autres, pourquoi tu fits dans leur portfolio construction, pourquoi tu es un fit avec le partner. Fais de la recherche dessus. Follow up, follow up, follow up. On a 1600 compagnies dans notre pipeline, on se fait bombarder de compagnies. Fait que, si tu ne réponds pas, continue, là, parce que ça montre le hustle d'un founder. But, just be polite, puis tout ça, puis, mais no, but seriously, like, show up and they see you around, you say, hey, I just want to give you an update. Le dernier mois, on a progressé de ça. Il n'a pas répondu, mais peut-être qu'il a lu le courriel. Puis je vais vous dire de quoi, si vous m'envoyez un courriel, vous me donnez un update, peut-être que je ne réponds pas tout le temps, mais je le lis tout le temps. Puis je sais que les autres le font aussi. Fait que ça, c'est mes vite conseils. Advice for founders. Yeah, building that relationship early is so important. Like, build it, update people when you're not raising, right? I think it's important to remember that you should be building relationships not only with people who can like have a transactional relationship with you, but can help you and want to support you. I think, I have a reputation in the office that like I would die for my founders, which is maybe over the top, but like you want people who just like believe in you so much around the table, and because what you're doing is ridiculous inherently. And your likelihood of making it is low, unfortunately, as a founder. So you want every little bit of support that you can get. And I think that makes quite a difference. It was mentioned in the last talk, think internationally right from the start. I am a transplant. I'm like very proud to be living here, and I'm very much trying to stay in Canada and kind of, be part of this ecosystem. But I don't want to see like a market value that has Quebec on it, that you're not thinking big enough if that's like where we're starting. I don't want to see the market value of Massachusetts either. Like, that is not a VC backable company. So I think just like understand what the Quebec Canadian ecosystems can do for you, have a very strategic, scale up plan here of how you prove that you're successful, and then a plan for attacking the rest of the world. Et si d'excellents points ont été mentionnés par mes co-panélistes, donc j'ai entendu parler de leverage, j'ai entendu parler d'optionnalité. Je ferai du pouce peut-être pour donner un exemple sur le concept de l'optionnalité. Donc, on est dans les capitaux privés, hein? Donc, la valeur qui est donnée en est une, dans le fond, du point d'inflexion, l'offre et la demande. Donc, comment augmenter son optionnalité pour pouvoir raiser mieux? Ben, c'est d'être capable de déjà avoir des options. Donc là, on parle d'avoir des business qui sont efficaces en capital, mais c'est également de ne pas être venture first model, donc d'avoir des ventes et tout. Ça donne une optionnalité, ça donne un levier dans les négociations. D'autres trucs que j'ai vus pour des business qui sont beaucoup plus techniques, hein, on va se le dire, le terreau canadien dû à la profondeur de notre écosystème fait en sorte que oui, on a des fonds qui ont des expertises sectorielles, mais jamais autant que l'international peut nous offrir. Donc, un fonds qui fait uniquement que, je ne sais pas, de l'eau au niveau tiers 1 ou quelqu'un qui ne fait uniquement que de la mobilité va avoir une vision internationale et d'être capable d'aller convaincre des fois soit les joueurs corporatifs ou des joueurs qui ont un système tiers 1 comme ça, nous permet après ça de revenir et avoir un levier de négociation très, très fort. Donc, pour les compagnies en amorçage, si j'avais à être tac au tac, c'est d'aller chercher un ange prominent dans votre industrie qui a fait des sous et qui a une certaine notoriété, qui va ensuite de ça pouvoir vous aider dans le due diligence auprès des investisseurs. La même chose avec un joueur corporatif, etc., etc. Donc, allez chercher cette personne-là que vous pensez qui est en dehors de votre ligue, mais qui va vous donner un signal fort et qui va vous donner du levier par la suite et qui va signaler un momentum que vous êtes capable d'échanger contre des meilleures conditions de marché par la suite lors de votre fundraise. Merci. On reprend les 20 secondes de Gilles.
Je crois qu'on ouvre pour les questions, si je me trompe pas. Avant les questions, une bonne main d'applaudissements. Wow, excellent. Donc, on a le temps pour 2-3 questions. Juste levez la main parce que je veux que ça soit capté. Donc, je vais venir courir, vous donner le micro. Par curiosité, pour revenir à ce que tu disais, cet ange-là, c'est quoi la taille du chèque pour que ça ait l'impact que tu décrivais? C'est une bonne If at question. all. C'est pas tant le chèque, mais c'est ce que je cherche dans un fondateur early stage, alors qu'il n'y a pas encore les preuves commerciales. Je veux voir sa capacité à bâtir une armée. Je veux voir sa capacité à aller rallier des gens à sa mission, des gens qui semblent être en dehors de sa ligue. Donc, ce n'est pas tant la taille du chèque, c'est la taille de l'ensemble des chèques que cette personne est capable d'aller chercher. Ou c'est comment, au-delà du dollar, comment est-ce que ce fondateur-là est capable de mobiliser quelqu'un pour lequel sa commodité, ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est une commodité, c'est son temps. Comment est-ce que cette personne-là est capable de mobiliser quelqu'un qui est quote-unquote hors de sa ligue pour l'amener avec lui? C'est beaucoup plus que le dollar. C'est le temps que je valorise dans tout ça. Et sa capacité à aller chercher le temps de d'autres personnes pour lesquelles ce n'est plus une question d'argent dans la vie, c'est une question de temps. Merci. D'autres questions? Bonsoir, merci aux panélistes. On a connu une période de très forte inflation là, dans les 4 dernières années, puis cette inflation-là, c'est aussi transporté dans les critères d'évaluation des startups. Une seed, c'est plus quelques centaines de milliers de dollars. Il y a certains investisseurs qui vont exiger de voir le million, série A, série B, dans un contexte où les clients potentiels de ces entreprises-là ont aussi rationalisé les budgets. Donc, probablement que ça continue de pousser sur cette dichotomie-là des bonnes compagnies qui lèvent, des autres qui ont des difficultés. Est-ce que vous avez changé vos critères d'évaluation au cours des dernières années et est-ce que vous voyez des conséquences sur vos décisions? Tu sais, quand tu lèves un fonds, là, les investisseurs, le plus que les taux d'intérêt ils montent, le plus qu'ils peuvent mettre de l'argent à un rendement zéro risque. Fait que ça change comment dire que nous autres, on peut investir. Aussi, le rendement, nous autres, on a de la compétition, c'est le rendement qu'ils peuvent avoir sans investir dans nous. Moi, personnellement, ça ne change rien dans les compagnies que je regarde, mais je fais mon venture math, puis je sais combien il faut que je retourne mon fonds pour être capable de faire de l'argent. Parce que nous, on est tous des entrepreneurs dans un fonds. La seule façon qu'on fait vraiment de l'argent, c'est si nos compagnies font vraiment de l'argent. Fait que pour nous autres, ça a toujours été think big, puis ça peut être une grosse business ou non. Mm-hmm. Ça a aussi un impact sur les valorisations des entreprises. Oui. On a le temps pour une dernière. J'ai vu. Ouais. You're too far, Luca. Merci aux panélistes. My question is for Felicity, a major prominent tech entrepreneur here in Canada penned an op-ed a few weeks ago, and in it he claimed that the problem with Canada isn't deal flow or capital, but a lack of ambition to rival that of the United States. You see the perspective from both sides of that coin. What do you think? Ooh, lack of ambition? I entirely disagree with that. I think maybe it's risk perception. I think also it's maybe just this historical pullover of where you need to go to raise capital. People just, I think, I'll say blindly, for lack of a better term, think like, okay, if I want to go raise money, where am I going to go? There's lots of VCs in SF and there's lots of VCs in Boston, and maybe I'll go there just because if you throw a stone, you'll probably find somebody. So I don't think it's an ambition. I think it's really maybe making sure that the ecosystems are strong enough that people know that they're supported here. So I don't know, the universities here very regularly rank I think the most recent ranking had universities for startup founders in Canada, like ranked pretty strongly here. So, encourage them to stay. Plug Eleanor. Let them be ambitious here. I don't think it's a lack of ambition. I think it's just reminding people that it's okay to be ambitious here. I go to conferences, and I'm sure you guys do too, and we meet with U.S. investors all the time, and they're attracted to Canada. I think we build great companies in Canada. We just haven't built a massive amount of them. But I'll tell you, all the American investors want to come here and get the best of the best. Sur le point de l'ambition, ce que je dirais, c'est pas tant le manque d'ambition, mais nos ressources sont limitées au Canada.
Les gens qui l'ont fait auparavant, qui ont amené une business de 0 jusqu'à plusieurs milliards ou qui ont vécu, non pas le 0 à 1 ou le 1 à 10, mais je parle du 10 à 100, le 100 à 1000 et compagnie. Les ressources qui l'ont fait sont limitées au Canada. Je pense que c'est cet aspect-là peut-être on a besoin d'avoir un peu plus d'historique, d'avoir plus de gens qui reviennent, qui ont vécu la marche au complet, qui ont encore le feu à l'intérieur d'eux de bâtir quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas, à mes yeux, un manque d'ambition. C'est simplement un manque de profondeur de notre bench dû justement à la jeunesse de notre écosystème, puis au fait qu'on est, on ne se le cachera pas, on est le 10e de la population américaine. Donc, c'est normal que notre bench soit moins profond. Pourquoi il faut travailler ensemble, je pense. Il faut travailler ensemble au Québec, au Canada, essayer de trouver des solutions pour recréer d'autres hoppers, d'autres Lightspeed au Québec. Tu sais. Il faut essayer d'aller chercher ce talent-là puis de le mettre ensemble au profit de nos entreprises pour en recréer d'autres, des business de cette taille-là. Donc, quand je parlais tantôt des piliers, c'est ça qu'on veut recréer. Et je pense que collectivement, les gens dans la salle, le capital, tant politique que privé, est là pour voir très exactement la même chose. I think actually one more thing, can I add one more thing to that? To just tack onto your American investors want to be here. I think we just need to be louder here. I've brought up friends who are founders and said, come to these events, come to Startup Fest, come to, Espace, and they're blown away. Like I think we're talking and we're very collaborative internally. Maybe let's like pull some people up and say like, yeah, this is like where it's happening. The ambition's right here. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. C'était excellent.